Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co pour décrypter l'actu des plateformes de streaming et des séries qui sortent dessus, avec aujourd'hui un focus sur les séries de super-héros. Avec ces nombreuses séries, il y a eu la vague des films, d'abord au cinéma, les films Marvel, les films DC, les films plus indépendants. Aujourd'hui c'est les séries, évidemment il y en a partout, sur toutes les plateformes. Je sais pas vous, mais moi les super-héros ça me fait un peu comme la galette des rois en ce moment, j'adore ça. Mais alors, à force d'en manger, j'en peux plus, c'est l'indigestion. On verra si c'est aussi le cas de mes deux invités, deux spécialistes des super-héros en plateau aujourd'hui. Tout d'abord, Xavier Fournier. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Fournier, rédacteur en chef du site Comic Box et, on va dire, auteur de livres. Beaucoup trop de livres pour tous les citer sur les super-héros. C'est comme la frangipane, c'est ça quand même. Voilà, c'est bien rempli à l'intérieur. Référence française en la matière sur les super-héros. Tu as tout lu, tout vu, tout entendu. Tu peux dire ça ? Non, heureusement qu'on n'a jamais tout vu et tout entendu. Mais tu en as vu en tout cas beaucoup plus que moi. Et en face, c'est Théo Touret d'Angreville. Salut Théo. Bonjour, salut, plaisir d'être là. Théo, doctorant en histoire contemporaine à l'université de Picardie, spécialiste de l'histoire de la pop culture. Et tu écris notamment ta thèse, alors je cite, c'est toi qui m'as dit ça, sur les vétérans de guerre dans les comics. C'est ça, tout à fait. Ouais. Sacré sujet. Le traumatisme de guerre, les représentations des PTSD, troubles de stress post-traumatique sur des personnages comme Captain America, Punisher, pour des choses. Très intéressant. On imagine donc que tu as effectivement aussi vu, lu et entendu beaucoup de choses sur les super-héros. Tout à fait, ouais. Eh bien, merci à tous les deux d'être là. Je suis ravi d'avoir cette fantastique équipe en plateau. On va mettre notre costume, notre masque, notre cape et on attaque le débat de la semaine. On va donc se pencher, je le disais, sur les séries de super-héros. Ça fait plusieurs années qu'elles inondent nos écrans. Alors, il y a deux grandes maisons, on va rappeler. La maison Marvel, c'est Spider-Man, c'est Iron Man, c'est Captain America, c'est Thor, tout ça. C'est les Avengers. Et en face, il y a les rivaux de DC, Superman, Batman, Wonder Woman. Et entre les deux, ceux qui essaient de se faire une petite place, on va dire les super-héros plus indépendants. Et c'est de Marvel dont il est surtout question aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle série qui vient de sortir, c'est Echo, disponible sur Disney+. Il y a 5 épisodes, ils sont déjà tous disponibles. C'est déjà, alors, j'ai à peu près compté, la 10e série de l'univers Marvel en 3 ans, et encore, je compte que celle sur Disney+, il y en a eu avant. Il y a aussi des séries qui ne sont pas forcément dans la continuité, il y a des petits spécials, etc. Bref, il y en a énormément. Avant, c'était sur Netflix, il y en a sur des chaînes de télé, bref, il y en a partout. Echo, je vous fais un tout petit pitch pour vous mettre en contexte. C'est l'histoire d'une nouvelle héroïne qu'on n'avait pas encore trop vue jusqu'ici, qui s'appelle Maya Lopez, une jeune femme qui est sourde et muette, qui cherche sa place après une tragédie familiale, qui revient dans sa ville natale auprès de la communauté amérindienne des Choctaw. Ça, c'est le pitch. Après, je vous laisserai voir la série si elle vous intéresse. On va en discuter un tout petit peu. Théo, Xavier, vous êtes les spécialistes super-héros. Je sais que vous avez commencé à la regarder, cette série. C'est quoi votre premières impressions sur Echo ? Comment dire, effectivement, c'est un personnage qui était un peu apparu avant dans la série Hawkeye, mais qui est vraiment, même chez Marvel, c'est pas, ça ne prétend pas être Spider-Man ou chose comme ça. Ça fait partie d'un deuxième ou troisième rang de personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que personnellement, moi, j'avais pas forcément apprécié le personnage dans Hawkeye, parce que je trouvais qu'elle faisait un peu rajouter, histoire de la placer. Alors que là, dans les épisodes que j'ai vus, il y a de l'empathie pour le personnage. Et d'un seul coup, ça devient... après, la valeur de la série en tant que telle, ça dépend un peu aussi des goûts. Mais en tout cas, il y a un personnage qui est complexe et qui finalement est pas, pour plein de raisons, est pas un personnage qu'on voit tous les jours dans les séries, même télévisées en général. Effectivement, Théo, c'est un personnage un peu à part, sourde et muette. Donc déjà, c'est la première héroïne. C'est atypique et ils arrivent justement à essayer de tisser ce rythme de narration alors qu'il y a le langage des signes qui en permanence est apporté. Et pour le coup, je pense qu'il y a eu un vrai boulot de leur part aussi là-dessus. Je ne parle pas la langue des signes du coup, mais je ne sais pas le lire, je ne le comprends pas. Mais je pense que c'est quelque chose. On avait déjà, je sais que Daredevil déjà avait été pas mal applaudi par comment dire, toute une communauté de gens qui souffraient de handicap. Donc je pense que là-dessus Disney aura fait son boulot. Après, pour ce qui est de la série en elle-même, enfin, tu vois, on est déjà dans cette limite. Série de super-héros, en vrai. Série de personnages de comics, oui. Est-ce que vraiment série de super-héros Pas vraiment, pas vraiment, quoi. C'est vrai que c'est d'abord, en plus, c'est un petit peu une anti-héroïne. Il faut bien mettre un petit peu la différence. C'est que là où Captain America, on est censé supposer l'admirer pour plein de qualités altruistes,
là, c'est un peu une jeune femme qui a été quand même entraînée par la mafia pour être tueur à gages. Et donc, fondamentalement, n'essayez pas ça chez vous à la maison, vous n'êtes pas supposé l'imiter. C'est sûr que ça change un petit peu les règles du jeu. Mais c'est un personnage qui est intéressant, donc voilà, si ça vous intéresse, regardez Echo, sachant que c'est une série qui faut quand même un peu avoir vu d'autres séries avant. C'est le problème, on va en discuter justement de cet univers Marvel qui est très très imbriqué, où maintenant chaque série, il faut avoir vu le film d'avant ou alors la série d'avant et inversement pour les films. Il y a tout de même ce nouveau label, parce que c'est la première série d'un nouveau label Marvel sur Disney+, le label Marvel Spotlight. C'est quoi ce label? Ça sert à quelque chose? Historiquement, Marvel Spotlight était une anthologie de bande dessinée au début des années 70, dans lequel ils ont introduit plein de personnages secondaires. Je crois que le Ghost Rider a fait un petit séjour dans la série, dans cette BD-là, Marvel Spotlight. Et donc, ça a un avantage multiple qui est d'abord un petit peu d'installer des personnages secondaires comme Echo dans une forme peut-être de labellisation, comme ça il y aura d'autres Marvel Spotlight quelque chose. Et puis, de mémoire, je crois que Echo, c'est la première série qui est aux États-Unis, en tout cas pour les séries Marvel, c'est la première série qui est déconseillée aux moins de 17 ans. Donc, il y a Donc on assume de plus s'adresser au public le plus large je suppose, l'avenir nous dira que les séries qui vont passer par le canal Marvel Spotlight seront un peu plus sombres et sans doute un peu moins conseillées à de jeunes adolescents. Ça m'a fait penser un petit peu, moi, à la série, pour ceux qui lisent des comics ou juste qui s'intéressent aux comics de manière générale, qui aimeraient bien rentrer un petit peu dedans et qui veulent avoir ces lectures qui sont un peu plus matures et un peu moins fantastiques, super-héroïques. Ça m'a fait penser un peu à la série Marvel Max, Punisher Max notamment, c'est-à-dire où il y avait ces comics books qui étaient un peu adult-rated, entre guillemets, qui étaient réservés un peu plus aux adultes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de ça derrière l'idée, en fait. Essayer de créer un petit peu de manière informelle un label. J'ai lu et entendu des choses dans la presse assez alarmistes qui expliquaient que Marvel changeait de marque parce que ça marchait plus, qu'ils avaient appelé ça Marvel Spotlight, parce que c'est bien évident que si ça s'appelle Marvel Spotlight, ça va transformer les résultats. Donc c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas un grand plan, une espèce d'intrigue. Derrière ce Marvel Spotlight, c'est juste de la signalétique. C'est beaucoup du marketing aussi. Beaucoup du marketing. Tu l'as évoqué déjà, Xavier. On va rentrer dans le gros de ce sujet, cette indigestion que certains ressentent maintenant vis-à-vis des super-héros. Alors attention, l'indigestion, c'est toi qui l'as évoqué. C'est moi qui l'ai dit, mais je ne suis pas le seul, parce que ce sujet m'a été inspiré par des discussions. Il y a juste peut-être un petit truc qu'il faut quand même rappeler, c'est que ils ont pris une politique de faire beaucoup de séries courtes. Oui. Et là où le standard précédent, c'était DC et donc Warner avec les séries qui passaient beaucoup sur la CW, et c'était quelques séries, mais qui étaient très longues. Par exemple, Arrow, Flash et compagnie. Des séries donc il y a une autre forme d'invasion. On peut dire, ah bah oui, il n'y a que 7 ou 8 séries qu'on compose, je ne vais pas compter exactement, mais il n'y a que 7 ou 8 séries qu'on composait ce qu'on appelait à l'époque le Berlantiverse. Et là, effectivement, il y a une dizaine de séries, mais il n'y en a que une ou deux qui ont eu droit à une des saisons 2. En plus, c'est pas des séries longues. C'est plus des mini-séries. C'est des mini-séries parce qu'il s'agit de remplir le rack et que quand les gens arrivent sur l'appli, ils voient beaucoup de références. Donc, globalement, si on additionne en termes d'épisodes et en termes d'heures passées pour comprendre un petit peu cet univers-là, je suis pas sûr que ça soit l'avalanche que se faisait sur les chaînes américaines, effectivement. Donc je disais un petit peu cette idée que voilà, ça fait une vingtaine d'années maintenant que les super-héros sont un peu partout. Il y a eu le succès des X-Men et des Spider-Man au début des années 2000, puis les Batman, puis après le lancement de ce Marvel Cinematic Universe 2007, si ma mémoire est bonne, puis voilà, d'autres films qui sont rajoutés, jusqu'à parfois 4-5 films par an qui sont sortis, de très bons films qui ont été applaudis, qui ont bien marché, parmi les plus grands succès de l'histoire du cinéma, d'autres qui marchent un peu moins maintenant. Les résultats du box-office le montrent, il y a moins de monde qui se déplace pour voir ces films. Par ailleurs, les séries marchent peut-être pas autant que ce que Disney+ espère aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin d'une époque pour vous? Est-ce qu'on arrive à la fin du cycle des super-héros après cette vingtaine d'années d'hégémonie presque sur le public? Alors, moi, je pense pas qu'on en soit à la fin des super-héros, mais par contre, il y a très clairement on a fait
un pic. On a fait un pic, on a vendu les super-héros au cinéma depuis les années 2000. Ça a été honnêtement un travail de longue haleine. Dans le même temps, la culture geek est devenue de la culture mainstream, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être geek, c'est la culture populaire. Donc il y a eu aussi un shift de qu'est-ce qui est une culture de niche et qu'est-ce qui est la culture de tout le monde. Je pense, moi, que ça tient à un petit ensemble de choses. La première, c'est trop de variations de casting. Qui joue énormément, qui blesse beaucoup, je pense, le MCU et de manière générale également les productions de super-héros. La deuxième, c'est que la recette commence à être connue, la recette narrative. C'est quoi un récit de super-héros? Donc, on commence à avoir des récits différents comme The Boys qui marchent, eux, très bien. Justement parce que on commence à Ça explorer. s'inscrivent pas dans ces schémas classiques Voilà. en général d'un héros qui a perdu un parent ou qui a une tragédie derrière lui et qui essaie de se Où on va voir le reconstruire. parent mourir de manière très gore à l'écran. En fait, on explore un peu ces sous-genres, comme il y avait le western spaghetti, comme il y avait le western noir. Et donc, je pense que c'est voilà, c'est cette espèce de shift-là entre un casting qui nous est familier, une production qui est distribuée sur plein de médias différents, et comment dire, le fait que les gens commencent à être habitués au modèle narratif, qui fait qu'en fait, tout simplement, il faudrait peut-être qu'ils se comment dire, si pour me pardonner l'expression, qu'ils sortent un peu les doigts, je pense, quand même. Alors, Qui réinvente peut-être. Oui, leur qui façon de réinvente faire Je un suis des peu pas le tout modèle. à fait du même avis, mais juste pour positionner, je voudrais juste expliquer que moi je suis grand consommateur de comics et que c'est ma tambouille les œuvres d'origine et que je suis un petit peu dans la position de, quand des gens me disent, me parlent des films, je suis un petit peu en position de parler des Mousquetaires et quelqu'un me dit ah oui j'ai vu le film. Oui. Donc voilà, je ne me sens pas l'obligation de forcener de défendre les films ou les séries. Maintenant, sur le diagnostic, moi j'ai des différences un petit peu de perception. Je pense que d'abord, il faut élargir un petit peu le champ et comprendre qu'on a eu ce fameux effet de cabane depuis la crise de la Covid, qui fait qu'on voit bien qu'il y a d'autres films qui contre-performent. On voit que, par exemple, Indiana Jones, qui est aussi passé par la case Disney, mais pas seulement ça. Le dernier Mission Impossible, il n'a pas, pas donné les résultats escomptés, sauf que c'est un truc en deux parties et que là, ils risquent de manger leur pain noir jusqu'au bout. Même le Fast and Furious. A pas de... Enfin voilà, Pas mal de blockbusters, de on gros voit films qu'il y a qui sont un peu- on voit qu'il y a des trucs qui sont voilà. Je pense aussi que fondamentalement les gros studios en se tournant vers les plateformes à plus forte raison avec la panique de la Covid, avec les cinémas qui étaient fermés, ils ont joué beaucoup de choses sur les plateformes, trop parce que ça a bien démarré et ils ont pensé que ça allait continuer comme ça pendant tout le temps et c'est pas le cas parce que voilà, et ils ont juste joué un petit peu avec la formule économique de leur industrie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une partie des familles qui se dit, et je pense qu'elle existait déjà, quand on dit qu'il faut tout voir pour tout comprendre dans ces univers-là, je ne pense pas que c'est entièrement vrai, parce que les chiffres déjà nous montraient bien que quand il y avait un film Ant-Man, il n'était pas du tout dans la même catégorie qu'un film Captain America. Ouais. Et or, quand on voyait les Avengers, les gens qui allaient voir Avengers, il y en avait forcément qui avaient vu quelques-uns des films et ils s'en foutaient. Il suffisait de voir le main event, diraient les Américains. Je pense aussi qu'il y en a certains qui faisaient le choix de le voir à la télé, disaient les trucs les moins importants, on va rattraper en cours. Aujourd'hui, avec les plateformes, à plus forte raison aux États-Unis où la chronologie des médias a été rapprochée, vous avez des gens qui se disent ouais, mais dans 2 mois et demi, je l'ai sur la télé familiale, plutôt que prendre les gamins et aller manger du popcorn et payer le prix d'une soirée au restaurant. On a ça compris dans l'abonnement. Et donc, fondamentalement, ils se font de la concurrence à eux-mêmes. Plus des gens qui, de toute façon, vont moins au cinéma, et en plus, le marché international et la Chine, par exemple, qui va moins, qui ouvre moins ses portes. Donc, pour toutes ces raisons-là, le marché, il est beaucoup plus compliqué qu'il y a 3-4 ans en arrière. Et c'est vrai que, comme les super-héros de Marvel étaient les premiers de la classe, et qu'on pourrait même dire qu'après le Avengers Endgame, ils avaient pratiquement une moyenne de 21 ou 22 sur 20, forcément... C'est dur de faire mieux que 22 sur 20. J'ai vu quelqu'un qui est chargé de la marque, qui est un chargé de marque de DC, qui sur LinkedIn expliquait que voilà, ce qui se passait avec Marvel expliquait bien que ce qui se passait avec DC, que c'était la fatigue des super-héros, sauf que le cas de DC est complètement différent. Oui, la fatigue des super-héros chez eux, elle est un peu plus ancienne, on va dire. Oui, pour il le n'y a pas pas cette particularité des séries encore chez et DC, donc voilà, c'est pas- forcément quand vous perdez un certain pourcentage de votre audience, ça se voit plus quand vous aviez beaucoup d'audience que quand vous en avez pas beaucoup,
voilà. Et justement, à quel point on est rentré dans l'ère du streaming, en fait. C'est ça aussi la différence Ouais. par rapport au début des années 2000-2010. Aujourd'hui, tout se passe, tu l'as un peu dit Xavier, sur Disney+, sur Netflix, sur Prime Video. C'est là que les gens vont, beaucoup plus peut-être qu'en salle, ou en tout cas, ça a peut-être grignoté un peu des parts de marché. Et c'est là aussi que Marvel a misé sur sa stratégie, avec toutes ces séries qui sortent, de renouveler aussi son stock de super-héros via ces séries et pas via des films. Est-ce que ces séries, elles font du bien au monde des super-héros? Est-ce qu'au contraire, elles se rajoutent, elles le font gonfler jusqu'à cette indigestion dont je parlais pour certains? Je pense, moi, si tu veux, qu'il y a un vrai juste milieu à trouver, un peu comme un dosage, tu sais, culinaire ou d'alchimiste, carrément, je dirais, qui est en fait, ces séries-là qui présentent des super-héros et qui sont utilisées pour étendre l'univers. À la base, elles avaient un rôle. Quand on regarde par exemple Loki, je vais prendre l'exemple de Loki saison 1, elles avaient un rôle de soit continuer à cultiver des personnages qui étaient des fans favorites, qui étaient aimés du public, soit comme Wanda et Vision également, c'est-à-dire en fait on poursuivait une narration sur un ton différent de personnages qu'on connaissait déjà, et on essayait peut-être même de leur donner la lumière que le cinéma ne leur avait pas donnée. Et ensuite, il y a eu cette transition vers, et maintenant on va s'en servir pour introduire de nouveaux personnages. Le problème, c'est que, en fait, ils ont du mal à véritablement s'engager dans un multivers. Si tout ça est lié, et ça a été un des problèmes, je pense, qui était là dès le début dans le MCU, et qui ressort un peu plus, à mon sens, avec ces séries et compagnie, tout le monde est là, tout le monde est lié. Oui. Donc vraiment, on devrait voir les acteurs des autres séries plus souvent, on devrait avoir plus de caméos, on devrait avoir plus de... Le problème, c'est que à cause de plein de soucis de production, de distribution, des soucis techniques, de budget, en fait, tout simplement, c'est pas le cas. Donc d'un côté, on nous vend tout est connecté, de l'autre, on nous dit mais vous pouvez regarder sans que tout soit connecté, et enfin, tout n'est pas vraiment connecté. Donc je pense que voilà, ils sont un peu dans cet entre-deux-là. C'est pas évident à suivre pour un public qui est pas, on va dire, le public le plus fidèle, le plus cible, celui qui connaît déjà tout ça, le public, on va dire, qui vient par curiosité, parce que tiens, il aimait bien le premier Iron Man, il l'avait vu, machin. Le public qui apprécie mais qui n'est pas fan vraiment, ou qui n'est pas cultivé sur les super-héros, parce que c'est pas tout simplement ce qu'il consomme en dehors des films et des séries. Je pense que des fois, ouais, c'est dur de joindre le train en marche, quoi. Je crois qu'au début de l'univers Marvel, avec le premier film Iron Man, c'était très codifié. Et c'est mine de rien, c'était finement balisé. C'est-à-dire que vous voyez le premier film Iron Man, à la fin du premier film Iron Man, il y a Nick Fury qui déboule, qui se met à parler d'Avengers, et on se dit ah bon, le prochain but c'est Avengers. Et on comprend que tous les autres films qui viennent derrière s'inscrivent dans la construction des Avengers. Vous voyez le premier film Avengers, ça se finit avec la révélation à la fin de Thanos. Ah, vous dites ah d'accord, le prochain, on nous prenait par la main, quoi. Ouais. C'est plus fin que ça, parce que ça saute pas aux yeux, mais en fait on sait. La narration est construite. On sait dans quel sens ça va, Ouais. et on regarde un petit peu comment le Tetris s'assemble. Et c'est là où c'est plus fin, c'est que si vous regardez, il y a plein d'intrigues connexes. Par exemple, Iron Man construit son armure dans, bien entendu, le premier film. Dans le deuxième, il affronte une espèce d'armée de drones. Dans le troisième, il a appris lui-même du coup à construire des drones qui fournissent la base de Avengers Ultron. Il y a une vraie progression d'expérience des personnages. Donc si vous êtes spectateur, vous arrivez à suivre ça. On va dire jusqu'à Avengers Endgame, il y a cette espèce de construction de la pyramide. Une fois que vous avez fini Avengers Endgame, d'abord il y a un renouvellement des acteurs et donc des personnages, parce que les acteurs ayant fusionné avec le personnage, c'est compliqué de dire que un tel va remplacer Chris Evans pour faire Steve Rogers. Donc il y a un remplacement un petit peu forcé qui se fait, mais surtout dans les nouveaux films, dans les nouvelles séries, il n'y en a que quelques-unes qui ont cette construction de la pyramide. C'est-à-dire que WandaVision, par exemple, se poursuit dans le deuxième Doctor Strange, mais Moon Knight... Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que même en admettant qu'il y a... Alors, d'abord, il faut admettre qu'une série vous plaise, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde et toutes les séries, mais c'est le jeu. Même en admettant que la série Moon Knight vous plaise, et après, vous la suivez où? Vous ne savez pas. Oui. Et en plus, les écarts de production... C'est un peu isolé, quoi. Les délais de production ressemblant quand même à ceux de délais de production d'un film, contrairement à des séries télé à l'ancienne où, je sais pas moi, les New York Section Criminelle, où vous aviez une vingtaine d'épisodes par saison, on faisait une petite pause de vacances et puis on reprenait 20 épisodes, là, vous perdez les personnages de vue 3 ou 4 ans avant de les retrouver si tout va bien. Donc,
on a des personnages, par exemple, je sais pas, Vision dans WandaVision, qui finit la série dans un état très particulier. Mais donc ça fait quoi déjà 2 ans? Ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Il y a toujours pas de nouveau projet annoncé avec lui. Alors peut-être que ça sera une caméo géniale il va surprendre, mais Mais entre-temps, le public... c'est pas clair où on va, effectivement. Mhm. Il y a un dernier point que je voulais aborder dans ce débat. Il y a quand même une audience, puisque quand on regarde, c'est assez intéressant, moi j'avais vu ce chiffre-là, le patron de Disney lui-même reconnaît que les séries Marvel ne marchent pas aussi bien qu'il l'espérait, ça coûte de l'argent à produire et les résultats sont pas exactement ceux qu'il espérait. En revanche, si on regarde les séries les plus piratées, parce qu'il y a des sites qui permettent de classifier un peu tout ça, on se rend compte que parmi les 5 séries les plus piratées de 2023, il y en a 2 qui sont des séries de super-héros. En l'occurrence, Loki, la saison 2 de Loki qui est 3e, et Secret Invasion qui est 5e. 2 séries qui, si on en croit le PDG de Disney, n'ont pas rencontré leur public de façon légale, mais en revanche, de façon illégale, le public Marvel a toujours cette curiosité. Est-ce que ça veut dire que les gens aiment toujours les super-héros, mais qu'ils ont la flemme de payer maintenant pour ça? Moi, je pense, si tu veux, que ça veut dire, mais pas que sur les séries de super-héros. Ça va avec l'air du temps sur pas mal de choses. Quand tu rajoutes des sujets comme l'inflation, le pouvoir d'achat, des sujets dans ce genre-là. À mon sens, c'est que l'appétence, elle est là. On veut encore du super-héros. C'est pas la fin des super-héros. Mais le degré de qualité, le ratio qualité-prix n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Il y a de grandes discussions en ce moment aux États-Unis. C'est pour ça les réflexions du patron de Disney, de Bob Iger en ce moment, elles sont pas forcément à prendre. C'est pas à nous qui parle. Oui, Il y a une guéguerre qui a commencé depuis quelques temps. C'est-à-dire que au moment du lancement de Disney+, les résultats se sont envolés. Quand on regarde un petit peu les cours en bourse de Disney, ça se voit, ça devient une montagne là d'un seul coup. Et puis toutes les plateformes, y compris Netflix, je crois, ont passé une très mauvaise année 2021. Ça s'est tout recassé la gueule. Et là, à ce moment-là, arrive un petit paquet d'actionnaires de Disney, mais d'actionnaires importants, qui ne sont pas vraiment du même avis que Bob Iger, parce que tout ça touche à la politique. Bob Iger est une figure démocrate. L'ancien patron, l'ancien propriétaire de Marvel, celui qui a vendu Marvel à Disney, Isaac Perlmutter, lui, c'est une figure républicaine. Et il a eu l'impression de se faire un peu évincer. Et ils ont fait un pacte avec quelques autres actionnaires. Ils essayent de reprendre la mainmise sur Disney en ayant ce discours-là, qui est de dire il faut absolument reprendre les choses enfin, faire des économies partout. Donc c'est pas un truc sur la qualité, faire des économies partout. Et voilà. Et lui, donc, il essaye un petit peu de sécuriser. Il y a une réunion d'actionnaires qui est prévue d'ici quelques semaines ou quelques mois pour définir le nouveau directoire de Disney. Et le Game of Thrones de cette histoire-là, c'est que ce groupuscule d'actionnaires, je dis groupuscule par le nombre, mais en part d'actionnariat, ils sont importants, veut tenter d'avoir des postes au directoire et de reprendre la main et de tout nivelé par le bas en termes d'économie. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des charrettes sociales chez Disney ces derniers temps, mais là, ça sera achat. Et ça veut dire que les séries, il ne faut pas compter qu'en qualité, si ce sont ces gens-là qui passent, les séries en qualité et ça se sent sur le produit, justement. Moi, j'ai un ami qui a fait des boulots d'art exécutif, tu sais, sur les productions Marvel, et qui disait, t'avais tout 5-6 ans à l'avance. On te dit, il faut ça, il faut tel shot pour les Avengers, on veut tel art, Et c'était vraiment une production robuste. Tout était prévu à l'avance. Et c'est moins le cas maintenant, en fait. Je pense que ces combats-là, un petit peu de bureau. Part, la bataille politique qui se joue derrière influence que nous, on voit sur l'écran, et c'est peut-être ça aussi qui nous donne l'impression. La communication, elle est par rapport aux actionnaires de base. Il y a eu plein de communiqués ces derniers jours, on peut les trouver assez facilement, par rapport aux actionnaires de base, pour essayer de les convaincre de ne pas voter pour cette alternative à l'intérieur de Disney. Donc des enjeux qu'on ne voit pas, comme dans tous un bon film de super-héros, finalement, il y a une intrigue cachée, que peut-être sera mise au jour à un moment et on verra où on peut aller. On va surveiller si les super-héros continuent de régner sur le box-office et sur les séries. Et nous, en attendant, on va passer aux séries de la semaine, nos recos. On va évoquer rapidement 2 séries qui tiennent à cœur à mes 2 invités. Je vais commencer avec, allez avec toi Xavier. On va rester dans les super-héros parce que c'est une série qui est peut-être la moins connue de toutes celles qui sont passées sur Disney+. En tout cas, c'est pas celle qui a fait le plus de bruit, on va dire. C'est une série qui s'appelle What If, et si, on pourra l'appeler comme ça en français. C'est donc une série Marvel sur Disney+, série d'animation.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette série? Bah, Pourquoi est-ce qu'il faut la regarder? C'est d'abord la raison principale pour laquelle je l'ai prise, c'est que c'est une série d'animation. C'est vrai que quand on parle série télé, on a tendance à vraiment mettre le live devant et à oublier un petit peu le travail des gens de l'animation. Cerise sur le gâteau, il se trouve que c'est un studio français qui s'occupe d'une bonne partie de la production de ce dessin animé pour Disney. Et vu le sujet de la discussion aujourd'hui, et il se trouve que la saison 2 d'ailleurs de What If est encore assez récente, elle a quelques Oui, semaines. elle est sortie en décembre, tout à fait. Je trouve ça intéressant parce que c'est l'utilisation du multiverse, c'est-à-dire le multiverse étant des univers alternatifs où les mêmes héros qu'on connaît ont eu des destins différents. Eh ben, ils servent de ça comme une boîte à outils pour éventuellement réparer ou redorer le blason de certains personnages. Et tiens, par exemple, on va dire que j'ai évoqué tout à l'heure Ultron, c'est pas le meilleur des Avengers, et donc c'est pas l'ennemi le plus charismatique des Avengers dans ce qu'on a vu jusqu'ici. Dans la version dessin animé, ce type-là a un destin complètement différent et du coup devient quelqu'un qui ridiculise même Thanos. Et je trouve qu'avec cette notion-là, ils ont joué beaucoup aussi avec un personnage qui s'appelle le Captain Carter, qui est la variante de Peggy Carter qui devient une équivalente de Captain America, mais sauf qu'elle est anglaise. Ça redore le blason et ça permet de réalimenter des choses. Et je suppose qu'avec ça, en ligne de mire, puisqu'on parle de la saga du multiverse pour la phase actuelle de Marvel, il y aura des réintroductions de personnages transformés grâce à ça. Et donc l'idée que ça passe par le dessin animé, d'abord, ça se libère complètement des règles de casting dont on a parlé tout à l'heure. Et je trouve que c'est une boîte à idées qui est intéressante parce qu'on d'abord d'un épisode à l'autre, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Oui, c'est assez surprenant comme série quand même. C'est justement, ça sort de la trame narrative sur la saison 2, sans spoiler, mais il y a un épisode où ils font une sorte de pastiche de Die Hard. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc du coup, ils se permettent des choses qui sont du ressort de la parodie ou de l'effet de genre. Il y a un épisode, je pense notamment de la saison 2 avec le Doctor Strange, qui est, je dirais, absolument à voir quand on est fan de comics ou du personnage, quoi. Il y a des moments qui sont très forts. Ça nous fait un bon teasing, ça nous donne envie de la regarder. Moi, j'ai vu que la saison 1, j'ai pas vu la 2, elle est sur ma liste. Et ça me donne encore plus envie de la faire remonter sur ma liste. Donc What If, 2 saisons à voir sur Disney+. On va s'aérer un petit peu l'esprit pour terminer. On va sortir du genre super-héroïque parce qu'il n'y a pas que ça sur les plateformes. Théo, toi, tu voulais nous parler d'une série policière. Tout à fait, ouais. The Rookie. Je voulais parler de The Rookie que j'ai découvert sur Netflix en France, du coup, qui est disponible sur le catalogue. Qui vient de rentrer sur le catalogue il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas une série Netflix, mais qui vient de rentrer dans le catalogue. 3 saisons, et puis 4, 5 et la 6e qui commence en février, là, aux États-Unis, avec Nathan Fillion, notamment, qui est l'acteur de Castle et de Firefly. Je me suis fait avoir par l'algorithme, je plaide coupable. C'est ma série Feel Good. Est-ce que c'est une bonne série? Je sais pas, c'est une série que j'aime bien. Ça, c'est certain. Et pourquoi je l'aime bien? On suit le personnage principal qui devient flic à 45 ans à Los Angeles, reconversion professionnelle, suite à une prise de conscience et une crise de la quarantaine. Et il se retrouve du coup être un rookie, donc une nouvelle paire de bottes, quoi, un petit peu un padawan de la police, alors qu'il a déjà une certaine expérience de vie. Et en fait, ce que j'ai adoré dans cette série-là, vraiment, c'est qu'au début, je m'attendais à un truc un peu feuilletonnant. Après, j'étais un petit peu sur un truc qui va y avoir des gags à la Brooklyn Nine-Nine. Et en fait, c'est la première série qui, depuis un bon moment, m'a surpris par les changements de ton. C'est-à-dire qu'on va avoir un épisode qui est très tranquille où on te montre comment on gère une mamie qui fait ses courses quand on est policier. Et à l'épisode d'après, il y a un personnage principal du casting qui se fait planter. D'accord. On alterne la comédie, le drame. Et en fait, vraiment, il y a comme si on suivait, parce que d'ailleurs, on a beaucoup de plans où on les suit avec leur caméra de torse, donc ils font très caméra derrière l'épaule, on est dans l'action. Et en fait, on voit vraiment la variation des dangers qui vont de rendre service à il y a peut-être une attaque terroriste au gaz sarin qui arrive. Et ça faisait longtemps que dans un rythme de narration, j'avais pas été surpris et autant déboussolé d'un épisode à l'autre. Et c'était très rafraîchissant, honnêtement. Une bonne découverte, comme quoi l'algorithme Netflix, qu'on critique beaucoup parfois, nous recommande des choses qui nous plaisent. Il est aussi bon qu'il est dangereux, moi je dirais. Mais... c'est un bon résumé de ce que peut être les plateformes de streaming aujourd'hui et les algorithmes. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. On aurait pu en faire des caisses encore, mais le temps nous est compté. Merci donc Théo Touré-d'Angreville. Merci Xavier Fournier d'être... venu nous raconter ce que les super-héros nous disent encore aujourd'hui. C'était un plaisir. Vous pouvez revoir l'émission évidemment comme d'habitude en replay sur Tech & Co, sur YouTube et en podcast sur votre plateforme préférée. Moi je vous dis à la semaine prochaine.